où je vous parle. Je veux dire mon amitié à Daniel Larib, libéré il y a quelques mois, et à son épouse Françoise, qui avait partagé pendant un temps sa captivité, partagé aussi ses souffrances au Niger. Merci d'être là. J'exprime ma solidarité et mon espoir pour tous nos compatriotes enlevés au Sahel ou en Syrie. Qu'ils sachent que les autorités françaises œuvrent sans relâche pour leur libération, exprimant en cela la détermination de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, et en particulier celle de Laurent Fabius, que je tiens à saluer ce soir. J'ai une pensée émue à cet instant pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes à RFI, qui ont été assassinés le 2 novembre dernier dans le nord du Mali, alors qu'ils faisaient leur travail de témoignage sur le terrain. Je veux également faire part de mon soutien et de mon admiration à celles et ceux, où qu'ils soient, qui sont engagés dans des actions humanitaires. Mesdames et messieurs, nous partageons avec nos voisins et amis européens une histoire et un projet commun. Après les élections qui s'annoncent, le nouveau Parlement européen ainsi que la nouvelle Commission devront répondre aux attentes des citoyens de l'Union européenne. Car la déception et l'incompréhension devant l'évolution du projet communautaire est une réalité. À nous de saisir l'opportunité de cette échéance électorale pour animer l'enthousiasme du projet européen. À nous de lui redonner du sens et de l'ambition. À nous de renouer avec l'esprit pionnier des pères fondateurs qui leur permettait de surmonter les divisions et les difficultés. L'Europe n'est pas que la mémoire de son passé, elle est notre avenir. Notre avenir, c'est aussi la Méditerranée. J'accueillerai lundi prochain à Marseille, avec le président Bartolone, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, pour promouvoir un partenariat plus étroit autour de cette mer qui nous unit bien plus qu'elle nous sépare. Au-delà de notre voisinage euro-méditerranéen immédiat, vous le savez bien, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, il y a nos priorités internationales que nous percevons bien. D'abord en Afrique, dans le prolongement du sommet de l'Élysée, qui a donné un souffle ambitieux à la relation particulière qui lie la France aux pays de ce continent. La sécurité, le développement et le climat, tels sont les principaux enjeux autour desquels ce partenariat devra être approfondi. Nous aurons d'ailleurs à travailler sur un texte sans précédent, une loi relative à notre politique de développement et de solidarité internationale, à laquelle je sais que Pascal Canfin est très attaché. Nous suivrons de près l'évolution de la situation au Mali et au Centrafrique, où nous souhaitons, avec l'aide de tous nos partenaires, accompagner la consolidation politique et la reconstruction économique. Inspirons-nous de l'esprit de vérité et de générosité que Nelson Mandela nous a laissé en héritage. La France devra également poursuivre le resserrement de ses liens avec les nouveaux pays émergents qui, sur tous les continents, sont devenus les moteurs de la croissance mondiale. L'année 2014, qui marquera le 50e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques avec la Chine, sera notamment l'occasion de mettre en lumière le partenariat privilégié que nous souhaitons développer avec ce grand pays devenu aujourd'hui une puissance mondiale majeure. Un autre cinquantenaire nous mobilisera en Amérique latine, celui de la tournée historique du général de Gaulle en 1964 dans cette région. Celle-ci a su se rassembler et se donner un cadre d'intégration prometteur au travers de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, dont j'ai rencontré le président en exercice. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je vous remercie à nouveau d'être venus nombreux aujourd'hui. Votre présence qui nous honore me donne l'occasion de rappeler à quel point le Sénat est ouvert au monde et sans cesse connecté aux grands enjeux internationaux. Je sais que vous êtes vous-même en relation étroite avec notre Commission des Affaires étrangères et de la Défense et notre Commission des Affaires européennes, dont je salue l'excellent travail. Leurs analyses sur la situation géopolitique et internationale sont toujours très précieuses pour le débat démocratique. Vous êtes également en contact avec nos groupes d'amitié qui jouent un rôle déterminant en termes d'échanges et de coopération interparlementaire. Je mesure pleinement dans des fonctions qui m'amènent à participer à cette diplomatie parlementaire au service du rayonnement extérieur de notre pays,
J'ai ainsi accueilli en 2013, ici, non pas dans le Salon Beaufranc, mais au Petit Luxembourg, 15 chefs d'État et de gouvernement et 10 présidents d'assemblées parlementaires. Je me suis rendu au Canada et au Québec, puis en Australie, où j'ai représenté notre pays aux cérémonies du 11 novembre, et enfin au Maroc, où s'est tenue, nous y étions ensemble, la première session du Forum parlementaire franco-marocain, projet qui nous tenait particulièrement à cœur. Un des moments les plus émouvants de cette année aura sans doute été, vous vous en doutez, le déplacement que nous avons effectué à Berlin en janvier dernier, avec d'importantes délégations de députés, de sénateurs, à l'occasion du 5e anniversaire du traité de l'Élysée. 2013 aura été pour l'amitié franco-allemande une année forte que nous avons achevée il y a quelques semaines en accueillant au Sénat le nouveau président du Bundesrat, M. Stefan Weil. 2014 sera pour notre pays une grande année de souvenirs. Nous commémorerons en effet le centenaire de la Grande Guerre, dont l'assassinat de Jean Jaurès donna le signal inéluctable. Nous célébrerons le 70e anniversaire de la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce temps de la mémoire nous rappellera les épreuves terrifiantes que les générations précédentes ont surmontées. Il nous rappellera la force et la nécessité de l'idéal européen, qui est d'abord un idéal de paix. Le Sénat s'impliquera dans ce moment qui doit nous rassembler et nous donner confiance dans notre capacité à préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous devons faire preuve d'audace pour affronter la crise durable dans laquelle la France et l'Europe sont plongées. Le chômage, les peurs et les doutes qui font le lit des extrémismes, les déséquilibres financiers, les plans sociaux qui se succèdent, ces inquiétudes existent et il serait absurde de vouloir les ignorer ou les nier. Leur expression est légitime. Notre devoir est d'entendre ces questions et de maintenir le cap de la justice sociale au service de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, s'il est un message sur lequel je souhaite insister en ce début d'année, c'est de prendre garde à ne jamais céder au pessimisme. J'évoquais la force de l'amitié franco-allemande. Eh bien, c'est le poète allemand Goethe qui l'a formulé avec éclat. Le pessimiste se condamne à être spectateur. Ne nous laissons pas envahir par le pessimisme. Il est mauvais conseiller, pire, il paralyse, il empêche l'action. Nous devons retrouver de l'enthousiasme pour agir. Le secret du courage, refuser la facilité, s'attacher avec conviction au fond des sujets, plutôt que de surfer sur l'écume des choses. Être des acteurs dans la vie quotidienne des Français et éviter les postures, car il faut mesurer la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Bien sûr, je ne suis pas naïf. Si nous sommes d'accord sur la nécessité de redresser notre pays, nous n'avons évidemment pas tous les mêmes solutions à proposer, et c'est bien normal en démocratie. Le gouvernement a fait de la bataille pour l'emploi sa première priorité, et le pacte de responsabilité que le président de la République a proposé aux entreprises s'inscrit dans la droite ligne de cette dynamique positive aux entreprises et aux partenaires sociaux. Nous sommes tous, quelles que soient nos divergences, partie prenante de cette bataille. Et si cette crise était l'occasion d'accomplir une véritable métamorphose au sens où l'entend Edgar Morin, on verrait alors que les moyens de cette métamorphose, les facteurs du redressement de notre pays, peuvent venir de nos territoires, de notre capacité d'innovation, qu'ils peuvent venir des jeunes, des nouvelles générations. Car on ne redresse pas un pays sans innover. C'est donc une nouvelle manière de penser nos modèles de production, de consommation et de développement, orientés vers une véritable transition écologique que nous devons promouvoir. Le Sénat aura aussi un rôle majeur à jouer dans la préparation de la conférence de 2015 sur le changement climatique que nous accueillerons à Paris et qui devra permettre de conclure un nouveau pacte mondial sur le climat. Et il faudra que chacun de nos territoires se sente concerné. Mesdames et messieurs, puisque j'évoque les territoires, vous le comprendrez, je voudrais maintenant dire quelques mots sur l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Sénat a fait l'objet de nombreux commentaires, quelquefois contradictoires, souvent étonnants. Je passerai sur les raccourcis de ceux qui, dans une forme de paresse intellectuelle, tiennent toujours le même discours, renvoient à la même image simpliste
et nous rabâchent les mêmes clichés. Pour cela, par principe, 2 chambres, c'est une de trop. Il y a ensuite ceux qui ne font pas l'effort de regarder ce qu'apporte concrètement le Sénat, bien sûr à la démocratie, mais aussi à l'élaboration de la loi et au contrôle de l'exécutif, mission essentielle au cœur de nos institutions. Cette ignorance du travail ici réalisé paraît d'autant plus surprenante quand on sait la reconnaissance dont bénéficie le Sénat auprès des partenaires sociaux, des acteurs du monde économique et du monde associatif, qui savent bien, eux, à quel point notre Assemblée est utile. Certains sont ici, ils pourraient en témoigner. Oui, je suis étonné par ceux qui n'ont pas vu les évolutions, les prises de position, que je qualifierais d'ambitieuses et parfois même d'avant-gardistes, qui ont marqué notre Assemblée. Nous avons été cette année au rendez-vous de l'ouverture au mariage à tous les couples ou encore de lois sur l'éducation et sur l'enseignement supérieur. Comment avoir la mémoire courte au point d'oublier, cela a fait débat, qu'en 2011, le Sénat avait approuvé l'ouverture du droit de vote aux étrangers non communautaires pour les élections locales. Cela aussi ne répond pas à la question de savoir comment, dans une démocratie moderne, on fait avancer le débat parlementaire, on fait avancer la démocratie en instituant un régime avec une seule assemblée et donc avec une lecture expéditive des textes de loi. Certes, les épisodes récents que vous avez en tête posent problème. Ils doivent nous conduire à toujours plus de transparence, mais en aucun cas, ils ne peuvent servir d'alibi à l'abandon du bicamérisme. Enfin, troisième catégorie, il y a ceux qui donnent l'impression que le Sénat n'a de sens que s'il leur revient d'en assumer la responsabilité. J'entends les critiques. Le Sénat est absent. Il ne fait pas entendre sa voix. Il ne compte pas. On retrouve là, c'est assez curieux, souvent au mot près, des réquisitoires prononcés par ceux qui en étaient l'objet il y a quelques années. Ceux qui dénoncent des attitudes dont ils ont largement usé. C'est peut-être là un effet inattendu de l'alternance. Mais derrière cela, je parle devant des experts, il y a l'histoire. Et l'histoire à la peau dure. Le rôle du Sénat n'a pas été fixé une fois pour toutes par les constituants de la Ve République. Il a évolué en fonction du contexte politique et de l'existence ou non d'une majorité structurée, conforme ou non à celle de l'Assemblée nationale ou à l'exécutif. Les mots que l'on entend aujourd'hui rappellent ceux qui furent prononcés par des gaullistes historiques comme Jacques Debus-Bridel, pour qui le Sénat était devenu, et je le cite, parfaitement superfétatoire. Et même le général de Gaulle, lui-même, qui regrettait, je le cite aussi, que le Sénat se confine dans une contestation aussi morose que vaine. Selon les mots d'un de nos anciens secrétaires généraux, le Sénat était alors la maison sans soleil et devenait progressivement une non-institution. Déjà, la même petite musique. Jusqu'en 1969, notre Assemblée fut véritablement mise en quarantaine. Les ministres étaient absents. Les derniers mots à l'Assemblée nationale étaient très fréquents. Les lois de finances régulièrement rejetées. Le taux de reprise des amendements sénatoriaux par les députés n'était que de 25%, contre 63% aujourd'hui. Si l'on regarde ce qui a suivi jusqu'à nos jours, on constate que le Sénat, d'une certaine manière, est toujours resté l'enfant terrible de la vie parlementaire. Bien après les années 60, il n'a d'ailleurs pas été rare d'assister à une forme de blocage entre l'exécutif et le Sénat. Il est même arrivé, et nous sommes nombreux ici à nous en souvenir, ce n'était pas il y a si longtemps, que des exécutifs disposant pourtant d'une majorité confortable ne parviennent pas à faire passer des dispositions qui heurtaient la conscience des sénateurs, y compris de leur propre bord. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai été élu président du Sénat, j'ai indiqué le sens que j'entendais donner au Sénat de l'alternance. Je me permets de me citer. Je ne serai jamais là pour servir un clan ou une clientèle. Servir la République, tel doit être le rôle de notre Assemblée. Nous ne serons pas ici je ne sais quel bastion. Nous sommes ouverts à tous, ceux qui se retrouvent dans notre volonté de faire vivre le bicamérisme, un bicamérisme rénové, dans lequel l'opposition sera respectée, ceux-là seront les bienvenus. La Haute Assemblée
se doit d'aller vers une vraie rénovation démocratique, vers une autre façon de travailler. C'était le 1er octobre 2011. Je ne retire pas un mot des propos que je tenais alors. Aujourd'hui, à l'heure des vœux, je crois que nous devons nous en souvenir. Un Sénat utile, d'abord réactif, parce que la crise est là. L'emploi, l'avenir de nos retraites, l'égalité entre les femmes et les hommes, le besoin de justice sociale, la lutte contre les discriminations, toujours et encore, ces priorités n'attendent pas. Nous ne pouvons pas céder aux délices des joutes parlementaires, même si notre société a besoin de la respiration démocratique que permet le débat pour apaiser les tensions qui la traversent. C'est pourquoi, je crois aussi que le temps du Parlement doit être respecté, qu'il y va de l'intérêt de tous, car le temps des débats, ce n'est pas du temps perdu, c'est le temps indispensable pour que la loi exprime réellement la volonté générale. C'est une exigence démocratique. Je crois donc utile de rappeler que le recours aux procédures accélérées doit demeurer l'exception. Quant aux ordonnances, elles ne doivent concerner que des mesures caractérisées par l'urgence et de portée limitée. N'en déplaise à ceux qui s'interrogent sur le bicamérisme, le dialogue entre les deux assemblées a fonctionné en 2000 textes pour plus de 8 textes sur 10. La capacité d'initiative du Sénat a atteint un niveau record, puisque, mon cher Claude, je suis obligé de le préciser, sur les 19 propositions de loi qui ont été définitivement adoptées cette année, 13 ont une origine sénatoriale. Oui, le bicamérisme, c'est le gage de la qualité de nos lois. C'est la possibilité de faire émerger des consensus solides et durables. C'est une chance pour nos concitoyens, pour nos collectivités territoriales, d'être mieux entendus. Nous aurons l'occasion d'en débattre par ailleurs, ici même, lors d'un colloque sur le bicamérisme. Ce sera en avril prochain. Je me félicite, dans le fond, que le Sénat ne soit pas godillot, mais cela ne signifie pas qu'il doive refuser à tout propos d'apporter son point de vue, qu'il renonce à sa volonté d'influence, qu'il me soit permis de souhaiter qu'en 2014, notre majorité fasse preuve d'un esprit constructif et qu'elle soit rassemblée pour mieux faire entendre la voix du Sénat. Le Sénat, c'est aussi l'Assemblée qui représente et valorise nos territoires dans toute leur diversité, une diversité qui ne doit pas se traduire par une fracture qui laisserait quelques-uns à l'écart de notre pacte républicain, mais être au contraire une source d'intelligence et de création. C'est dans cet esprit que nous avons examiné ces derniers jours le projet de loi sur la ville. Il vient d'être voté sur la ville et la cohésion urbaine. Il vient d'être voté. Et il y a quelques semaines, le projet de loi sur la décentralisation. Hier, le président de la République a appelé à une évolution de notre organisation territoriale pour rendre l'action publique plus efficace. Lorsque nous débattrons au printemps 2014 de ce nouveau volet de la réforme territoriale, le Sénat y apportera sa vision. Quel que soit l'échelon considéré, quelle que soit leur place sur la carte, toutes les collectivités sont animées par la dynamique qui est au cœur de l'idée même de décentralisation. Des décisions prises au plus près de nos concitoyens, une capacité à libérer les énergies. Réactive, respectée, je veux aussi que notre institution soit ouverte sur la société et sur le monde. C'est pour cela que j'ai tâché, cette année encore, de faire du Sénat un lieu d'échange et de rencontre. Un lieu qui encourage et qui accompagne notre jeunesse avec des manifestations comme Talent des cités ou encore le concours du meilleur apprenti de France. Et puisqu'il en a été l'initiateur, permettez-moi, à sa demande, d'excuser le président Poncelet, retenu dans son département. Un lieu qui promeut l'audace et l'esprit d'entreprise, comme à travers les rencontres tremplins. Un lieu qui concentre et donne à voir la diversité et l'innovation, qu'elles viennent de nos quartiers, de nos campagnes ou des Outre-mer. Avec notre délégation à l'Outre-mer, nous continuons à mettre à l'honneur toutes les histoires et les cultures qui font notre richesse. Nous croisons des mémoires d'un passé colonial que nous devons regarder en face. Permettez-moi de saluer Victorin Lurin et permettez-moi aussi d'adresser mes vœux à l'ensemble de nos compatriotes ultramarins, d'avoir une pensée particulière pour nos amis de la Réunion, durement éprouvés par un cyclone il y a quelques semaines.
Un mot aussi pour nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, où je me suis rendu il y a quelques semaines. 2014 sera une année déterminante pour leur avenir institutionnel. Le Sénat doit être le miroir de toutes les cultures, comme en témoigne le colloque consacré à la présence arabo-orientale en France en décembre dernier. Enfin, je souhaite qu'il continue à se projeter sur les grands enjeux de demain. La préparation de l'avenir est au cœur de l'action politique. Grâce à son rapport au temps un peu différent de celui de l'Assemblée nationale, notre institution est à même de se détacher de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la dictature de l'immédiateté et de se placer dans une vision prospective et de long terme. Le Sénat, c'est aussi une institution qui change et qui s'est résolument engagée dans la voie de la transparence. J'ai souhaité que notre volonté de plus de sobriété et de plus de modestie se traduise par des décisions concrètes. Claude Barthelone en a énuméré quelques-unes ce matin. Certification de nos comptes par la Cour des comptes, suppression des prêts aux sénateurs, transparence de la réserve parlementaire, prévention des conflits d'intérêts. C'est un Sénat exemplaire que nous souhaitons voir émerger. Voilà pourquoi je suis intraitable avec les critiques injustes. Premier défenseur de notre institution, je regrette pourtant que le Sénat puisse parfois prêter le flanc à la caricature. Je ne peux accepter que par certaines décisions, incompréhensibles à mes yeux, nous donnions l'image d'une assemblée opaque et corporatiste. C'est dangereux pour notre démocratie, car cela nourrit l'antiparlementarisme. Pour apporter plus de légitimité aux décisions sur les demandes de levée de l'immunité, j'ai proposé que les votes en bureau se fassent désormais à main levée. Je ne doute pas que chacun prendra ses responsabilités. Je souhaite également qu'en 2014, nous puissions tirer un bilan de la mise en œuvre, cela fait maintenant 5 ans, des modifications que la révision constitutionnelle de 2008 a apportées à nos procédures. Ont-elles été bénéfiques ? Ont-elles toutes permis un fonctionnement plus efficace de nos assemblées ? Il nous faut aujourd'hui regarder cela sereinement, mais avec lucidité. C'est pourquoi j'ai lancé un processus de réflexion sur une réforme de notre organisation et de nos méthodes de travail. Nous donnons rendez-vous dans quelques semaines. Je voudrais terminer, mesdames et messieurs, en vous disant qu'en 2014, je souhaite que le Sénat demeure plus que jamais le défenseur d'une certaine idée de la République. Je veux qu'il soit un rempart contre la haine, le repli sur soi, la tentation de l'extrême droite. Nous ne pouvons accepter la banalisation des actes et des discours racistes, antisémites ou xénophobes qui frappent nos concitoyens les plus vulnérables souvent jusqu'au ministre de la République. Je salue la lucidité du ministre de l'Intérieur ainsi que la force et le courage exemplaires de Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Nous savons bien que la crise peut conduire à la recherche de boucs émissaires. L'histoire nous l'a malheureusement trop souvent montré. Face à cela, nous ne devons pas rester désemparés. La solution n'est pas dans la fuite en avant ou dans la surenchère. Il faut au contraire redonner du sens à la promesse républicaine de fraternité, d'égalité et de solidarité. Je n'oublie pas la liberté. Le Sénat doit être en première ligne de ce combat contre l'intolérance. Mesdames et messieurs, dans 8 mois auront lieu les prochaines élections sénatoriales qui concernent la moitié des départements. Après les élections municipales, sans oublier les élections européennes, celles-ci constitueront un temps fort, un rendez-vous avec la France des territoires, la France des villes et des villages, la France dans sa diversité, en métropole et en outre-mer. Les choix qui seront faits seront les bons, mais je souhaite qu'ils s'inscrivent dans les pas de ceux dont nous sommes les héritiers, dans les pas de Victor Schœlcher, qui abolit l'esclavage, ceux de Victor Hugo, combattant résolu pour l'égalité des droits et l'idéal européen, tous ceux qui nous obligent, tous ceux qui nous engagent. Mesdames et messieurs, voilà les vœux que je formule pour notre République, des vœux de confiance et de courage. À vous tous, à chacun et chacune d'entre vous, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je vous remercie. Merci.
Bien, je vous invite tout simplement maintenant à converser autour de ces tables qui sont dressées dans ce magnifique salon. Voilà, donc pour le discours de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, à l'occasion de cette cérémonie des vœux. On l'a vu, le président du Sénat qui est revenu à de multiples reprises sur la place du Sénat dans nos institutions. Est-ce que le bicamérisme serait menacé? Non, dit Jean-Pierre Bel. Le bicamérisme est nécessaire au bon fonctionnement de notre démocratie. Il a notamment souligné que parmi les 19 propositions de loi, c'est-à-dire les textes à l'initiative des parlementaires qui avaient été adoptés en 2013, eh bien 13, c'est-à-dire une grande majorité, étaient à l'origine de sénateurs. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui est également revenu sur l'image du Sénat dans l'opinion publique et dans les médias. Il faut aller au-delà des clichés, au-delà des images simplifiées sur la Haute Assemblée, a dit également à plusieurs reprises Jean-Pierre Bel. Il a voulu pourfendre un petit peu toutes les critiques qui ont pu se faire entendre ces derniers temps. Après, d'une part, le vote des sénateurs sur le projet de loi à limitation du sénateurs qui ont refusé de s'appliquer cette limitation des cumuls, des sénateurs qui invoquent l'article 24 de notre constitution française pour dire eh bien qu'ils représentent les régions et donc ils ne peuvent pas défaire les liens qu'ils ont avec les collectivités territoriales. À noter que d'ailleurs les sénateurs examinent ce soir en deuxième lecture ce projet de loi du gouvernement sur la limitation du cumul, des sénateurs qui devraient à nouveau adopter un amendement ce soir qui finalement les exclut de ce dispositif souhaité par le gouvernement et donc du coup eh bien, des sénateurs qui vont sans doute être l'objet à nouveau de critiques. Donc voilà pour le discours de Jean-Pierre Bel ce soir au Sénat. On va pouvoir développer un petit peu les lignes données par le président du Sénat avec de prochains invités, notamment Didier Guillaume, vice-président du Sénat. Bonjour, merci de venir à mes côtés pour répondre à quelques questions. On a entendu, le président du Sénat a évoqué à plusieurs reprises les clichés qu'on entend autour du Sénat. C'était important d'essayer de défendre l'image du Sénat ce soir. Oui, il a d'abord fait des vœux très républicains. Comme deuxième personnage de l'État, il a beaucoup parlé d'international, beaucoup parlé d'Europe, parce que c'est un enjeu indispensable. Il a parlé de la paix, et puis il a voulu aussi parler de la République, de la xénophobie, du racisme qui monte, et dans une troisième partie, parler du Sénat. Effectivement, le Sénat, il y a les clichés, ce que le président a appelé ceux qui ne réfléchissent pas, par paresse, qui disent des choses, mais en même temps, il n'a pas masqué la réalité. Il s'est passé des événements ces derniers temps qui ne vont pas dans le sens de la réhabilitation du Sénat. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à la fois de regarder le Sénat de façon la plus objective possible dans son travail. Beaucoup de propositions de loi votées, beaucoup de projets de loi votés. C'est vrai que la majorité sénatoriale ne correspond pas à la majorité gouvernementale et qu'on sait que les textes budgétaires notamment ne passent pas. Et qu'en même temps, il fallait rénover ce Sénat avec encore plus de transparence, avec encore plus de façon d'appréhender les projets de loi. Deux questions justement autour de ça. Est-ce que vous pensez que les prochaines élections sénatoriales vont permettre de conforter la majorité de gauche ici au Sénat? Ah ben ça, je ne peux pas répondre à cette question. Il va y avoir des élections municipales, nous verrons bien. En tout cas, dans ce cadre-là et pour les mois qui viennent, nous voulons montrer, démontrer une façon de travailler au Sénat. Démontrer que le bicamérisme, ce n'est pas futile, c'est très important. C'est-à-dire qu'il va y avoir des décisions importantes prises dans le fonctionnement du Sénat où vous allez mettre en place des commissions d'enquête, des missions d'information sur des points précis? Le président du Sénat l'a annoncé tout à l'heure dans son discours de vœux. Il va mettre en place une commission de réflexion avec le bureau du Sénat et la conférence des présidents. Un colloque va avoir lieu dès le mois d'avril et des décisions très précises seront prises sur le fonctionnement et sur l'institution sénatoriale. Est-ce que vous avez déjà des pistes que vous, personnellement, vous avez envie d'exploiter dans cette réflexion? Oui, je crois qu'il faudra exploiter beaucoup de pistes, mais dans un premier temps, le président nous a demandé de lui transmettre à lui-même, à tous les membres du bureau, à tous les vice-présidents, de lui transmettre une note. C'est ce que nous allons faire, mais je pense qu'il faut absolument dire deux choses. La première, c'est que le Sénat est là et il joue tout son rôle et un rôle essentiel dans notre démocratie et que parallèlement dans le contexte politique que nous traversons au Sénat et en France, il faut prendre des décisions fortes pour faire la démonstration que le bicamérisme rénové est important
et que le Sénat a de grandes choses à faire sur les questions économiques, sur les questions de société, pour accompagner le pacte de responsabilité du président de la République et sur tous les sujets qui concernent nos concitoyens, l'avenir et l'innovation dans notre pays. Merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir été quelques instants à nos côtés. Pierre Laurent va maintenant venir me rejoindre. Pierre Laurent, je vais vous demander de venir à mes côtés s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà Pierre Laurent qui est sénateur, au-delà de diriger le Parti communiste français. Pierre Laurent, bonjour. Peut-être une réaction au discours de Jean-Pierre Bel dans un premier temps? Je partage en tout cas ce qu'il a dit sur le rôle du Sénat et le travail politique du Sénat qui doit être préservé. Bon après, sur la politique gouvernementale, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais justement le Sénat est là pour en discuter. Donc, Vous allez effectivement en discuter, on verra quelle va être la position de votre parti et de votre groupe ici au Sénat. Mais déjà, votre réaction au pacte de responsabilité souhaité par le président de la République hier? Nous sommes très critiques parce qu'on a déjà expérimenté cette politique qui consiste à alléger toujours plus les cotisations et les impôts des entreprises en attendant des contreparties qui ne viennent jamais en matière d'emploi. Et je crains que cette fois-ci, on en rajoute encore beaucoup, quelques dizaines de milliards d'euros avec le même résultat. Donc ça me paraît injuste et inefficace. Donc on va être très critique avec la politique annoncée par le président de la République hier. De quoi vous rabibochez alors avec Jean-Luc Mélenchon? Alors, je crois que sur le constat de ce qui a été annoncé par François Hollande hier, nous sommes d'accord. Et nous allons nous voir vendredi matin dans une rencontre, donc nous allons débattre de ça. Après, il y a d'autres débats entre nous sur la manière de nous y prendre pour construire une alternative à cette politique. En tout cas, ce pacte de responsabilité pourrait permettre de vous rassembler à nouveau. Oui, je préférerais qu'il en soit autrement parce que je ne me réjouis pas de cette situation. Je préférerais qu'une vraie politique de gauche, une politique sociale, soit menée par le gouvernement aujourd'hui. Et c'est à ça qu'on va continuer à travailler dans le pays et puis ici au Sénat avec notre groupe. Merci beaucoup Pierre Laurent d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vous laisse rejoindre les invités. Benoît Hamon vient à notre micro. Benoît Hamon, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Alors comme on est ici au Sénat et qu'on a entendu Jean-Pierre Bel insister sur la place du Sénat dans nos institutions, vous confortez, vous, dans le bicamérisme, vous êtes pour le bicamérisme? Oui, en tout cas pour moi, ça, je ne peux pas m'en plaindre, ça s'est très bien passé parce que les deux lois que j'ai fait voter sur l'économie sociale et sur la consommation ont été très bien votées au Sénat. Pas le cas de tous vos collègues au gouvernement? Non, mais quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les donner, surtout en début d'année. Et donc je ne peux pas m'en plaindre. Ce qui est incontestable, c'est que, et le président du Sénat a insisté là-dessus, c'est qu'il y a ici une forme d'expertise parlementaire qui est tout à fait précieuse et dans la qualité du travail qui est donnée. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a aujourd'hui le président du Sénat est légitime à défendre le bicamérisme. Alors aussi parce qu'il sait qu'il appartient et qu'il préside une institution qui est régulièrement décriée. On ne peut pas dire que le dernier épisode sur la levée d'immunité parlementaire de M. Dassault ait franchement redoré l'image du Sénat, au contraire. Il y a encore l'épisode aussi cumul des mandats avec la deuxième lecture examinée ce soir par le Sénat et des sénateurs qui risquent de s'exclure à nouveau du dispositif. Alors après, moi, tous les points de vue sont respectables sur le cumul ou le non-cumul. Et moi, je suis un partisan du non-cumul entre un mandat exécutif et parlementaire. Cela étant dit, sur la question, à mon avis, qui a plus affecté l'image du Sénat, c'est le fait de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Dassault. Je pense que la proposition de Jean-Pierre Bel, c'est que demain les votes se fassent à main levée, est un gage de transparence. Benoît, un mot juste. Un mot, vous êtes prêt à suivre François Hollande sur sa politique de l'offre? C'est une social-démocratie assumée, voire du néolibéralisme. Oui, moi j'aime bien, on parle de socialisme de l'offre, j'aime bien aussi l'offre de socialisme. Et l'offre de socialisme, ça sera les contreparties. Et la capacité qu'on aura sur la question des salaires, sur la question des emplois, à faire en sorte que ce compromis social soit un vrai compromis. Donc c'est un oui mais alors à François Hollande? Un oui mais, c'est que je me concentre, j'ai écouté l'entièreté de l'intervention du président de la République et je trouve très important qu'il insiste sur le fait que c'est donnant-donnant, qu'il n'y a pas un cadeau qui est fait. Il y a une volonté de mettre du carburant dans l'économie sous forme d'un investissement fort en renforçant les capacités d'investissement des entreprises. Mais si on veut qu'elles investissent, c'est pour qu'elles créent de l'emploi et qu'elles créent de l'emploi et voire même qu'elles augmentent les salaires. Et le fait que branche par branche on discute de la déprécarisation de l'emploi des seniors, des embauches en général et des rémunérations me paraît être le gage
une politique qui est une politique favorable pour les salariés. Très bien, écoutez, on verra effectivement dans le détail ces contreparties. Merci beaucoup Benoît Hamon d'être venu à notre micro. On va finir cette émission, cette cérémonie des vœux de Jean-Pierre Bel avec Jean-Pierre Sueur, le président de la commission des lois du Sénat. Bonsoir Jean-Pierre Sueur. Bonsoir Perrine Tarnot. Vous allez repartir en séance ce soir autour de la deuxième lecture du projet de loi sur la limitation du cumul. Les sénateurs qui devraient a priori à nouveau adopter un dispositif qui va les exclure de cette limitation du cumul. Vous le regrettez ? Eh bien, moi, je suis résolument contre le cumul. Parce que, vous voyez, le président Jean-Pierre Bel... Mais vous n'êtes pas majoritaire ici au Sénat. Je ne suis pas majoritaire. Même si dans le groupe socialiste, je vous l'annonce, il y aura des votes pour, le mien, et les autres ne prendront pas part au vote ou s'abstiendront. Il n'y aura pas de vote contre dans le groupe socialiste. C'est ce qu'on a décidé ensemble. Mais... je suis pour... C'est un peu mieux qu'en première lecture où des socialistes avaient voté contre. Première lecture, même si en première lecture, la majorité des membres du groupe socialiste ont voté pour le texte et donc contre le cumul. Parce que Jean-Pierre Bel a parlé du rôle du Sénat. Bien, je vais vous dire, si on défend le Parlement et donc le Sénat, il faut arrêter de vous présenter devant vos écrans des chaises vides. Donc moi, je suis pour qu'on fasse bien le mandat auquel on est appelé. Et enfin, car il ne faut pas être trop long, je voulais dire que j'ai apprécié dans le discours de notre président Jean-Pierre Bel ce qu'il a dit sur le bicamérisme. Vous savez, faire une loi, c'est très important. Vous faites une loi. Chaque mot de la loi va s'appliquer à toutes les Françaises et tous les Français. Si on n'a qu'une lecture, on ne peut pas faire de bonnes lois. Et pour ça, il faut cette navette entre les deux assemblées. Très bien. Très important. On a entendu, Jean-Pierre Sueur, votre défense du bicamérisme. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur notre antenne. Voilà donc pour cette cérémonie des vœux du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Merci de nous avoir suivis en direct et très bonne soirée sur l'antenne de la chaîne parlementaire.